Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information au sommaire ce mardi. Au 5e jour de la grève de la frappe, priorité aux évassanes et au rapatriement des élèves. Touristes et résidents bloqués doivent prendre leur mal en patience, mais pour certains, la situation se complique. Les territoires insulaires du Pacifique réunis à l'Université de Polynésie pour partager leurs connaissances sur les grands fonds marins. Des discussions qui s'intéressent aussi aux eaux internationales. Les enjeux de cette rencontre, on en parlera avec Valélia Mounitoke, co-coordinatrice scientifique de cette plateforme régionale. 50 SDF en 1995 contre 700 aujourd'hui. Les chiffres du pays sont alarmants. Des journées d'études ont été organisées à la présidence avec les acteurs du terrain. Objectif, identifier des solutions concrètes pour lutter contre ce phénomène. Cinquième jour de grève de la frappe, la tension monte dans les îles. Si une reprise des discussions se profile, le conflit social perturbe sérieusement l'organisation du trafic aérien interilles. Les touristes prennent leur mal en patience malgré le surcoût financier, mais la situation devient compliquée pour certains dont la santé est fragile. Thomas Chabrol, Mériteato. Les vacances à Fakarava se compliquent. Sur l'atoll, une centaine de touristes sont en attente d'un vol retour vers Tahiti. Parmi eux, des familles avec des enfants, mais aussi des adultes qui manquent de médicaments. Nous avons pu contacter une touriste qui a besoin d'insuline pour traiter son diabète. Elle devait revenir à Tahiti samedi dernier. Je suis passée en demi-dose hier et avant-hier. Et aujourd'hui, tiers de dose, et je n'en ai plus pour demain. Donc je pense que je risque d'avoir des effets à partir de demain, après-demain, comme les diabétiques, quoi. Face au surcoût financier d'un séjour qui se prolonge et aux impératifs de retour, plusieurs touristes ont opté pour la solution du transport maritime à bord de catamarans ou avec la navette communale de l'atoll voisin Faïté. Malgré les mauvaises conditions météo, ce matin à 4 heures, une quarantaine de touristes ont pris la mer. Un bébé de 11 mois fait partie du groupe. J'ai dit attention, quand même la sécurité. La mer était très forte. Comme ces touristes prenaient l'avion aussi pour rentrer chez eux en métropole, du coup, ils ont pris le bateau de Faïté pour rejoindre l'aéroport de Rondiroa. Dans les îles, la pression monte. À Fakarava, d'autres voyageurs dans l'attente se sont entretenus avec le maire de l'atoll et le responsable des pompiers. Aucune avancée concrète ne se profile à l'horizon pour assurer le retour des touristes. De son côté, la frappe se dit prête à faire un effort pour assurer un service minimum, mais uniquement pour le rapatriement scolaire. Il faut bien expliquer, c'est que Tahiti va partir, mais tu as des points, des îles où c'est la plaque tournante du pont de Hao parce qu'il y a le collège, où il va falloir ajouter quelques vols en plus pour pouvoir rapatrier sur les autres îles à côté. Ça, on va l'ouvrir en plus. Que le rapatriement scolaire et non pas qu'ils nous rajoutent au retour des passagers, sinon ça nous casse notre grève. À la DG2E, on organise avec la compagnie aérienne la première vague de départ prévue demain à destination des Tuamotu. Nous espérons dès demain pouvoir rapatrier environ 400 élèves et majoritairement vers les îles donc, des Tuamotu. Aujourd'hui, les charters scolaires à destination de Makemo, Takoumé et Kouérou et celui vers Nuku'eva n'ont pas pu être opérés. Des vols qu'Air Tahiti doit de nouveau reprogrammer. Et comme indiqué plus tôt, la frappe serait finalement prête à reprendre les négociations selon les termes du pays et attendre le mois de mars pour parler du point d'indice, soit après la clôture des comptes administratifs comme prévu par l'exécutif. Au tribunal correctionnel, le délibéré est tombé pour 13 personnes jugées pour avoir dérobé de la viande de porc à la charcuterie du Pacifique entre 2012 et 2018. Les juges ont prononcé des peines moindres que celles requises par le procureur de la République. Aucune peine de prison ferme, uniquement du sursis. La charcuterie du Pacifique ne se fera pas rembourser les 200 millions de pertes générées par ces vols comme elle avait demandé. En revanche, les 13 prévenus ont été condamnés à payer solidairement 600 000 francs pour le préjudice moral. Et si la Cour a demandé la restitution des véhicules saisis, ces derniers ont déjà été vendus aux enchères par la justice. Les avocats vont devoir batailler pour que les sommes acquises soient rendues à leurs clients.
Puis au tribunal administratif, les nouveaux tarifs de la marine à Taïna ont été validés par la juridiction. Elle a rejeté la requête de l'association des voiliers en Polynésie et a donné raison au port autonome. L'augmentation des tarifs suspendue pendant la procédure par le juge des référés est dorénavant applicable. L'association peut toujours porter l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Paris. Retrouvez un article détaillé sur notre site tmtvnews.pf. Que savons-nous de nos grands fonds marins et à quel point l'exploitation des eaux internationales impacte un peuple insulaire comme le nôtre? C'est une question abordée à la plateforme régionale d'échange sur les grands fonds marins au campus d'Autumauro. Sur place, Esther Cuneo et Veitchare Nauta ont notamment rencontré un représentant de Palau, le premier pays à ratifier un traité sur la protection des ressources en haute mer. Le reportage. Protéger ensemble ces eaux qui n'appartiennent à personne, soit 2/3 de la surface de l'océan. C'est l'objet du traité BBNJ, biodiversité au-delà des juridictions nationales. Un véritable tournant en droit international de la mer, car les poissons ne s'arrêtent pas aux ZEE. Il s'agit de préserver la biodiversité en haute mer au bénéfice de tous. Et si la France vient de ratifier ce traité, c'est la petite république de Palau qui a ouvert le bal. Our land is less than 1% of our overall territory. Notre terre représente moins de 1% de notre territoire. L'océan, c'est environ 99%. Comme beaucoup d'îles du Pacifique, nous souffrons des impacts du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution marine. Palau a été le premier pays à ratifier BPNJ car nous avons toujours pensé que pour protéger et gérer l'océan, nous devons aussi nous assurer que les zones au-delà de nos juridictions nationales soient protégées. Mais pour que ce traité entre en vigueur, il doit être ratifié par 60 États. Cette plateforme régionale suivie la semaine prochaine du village de l'océan sera justement l'occasion d'en parler. Il y a eu une première victoire, ça a été l'adoption par les Nations Unies de ce traité. Et donc l'étape d'après, évidemment, c'est la ratification par un nombre suffisant d'États pour qu'ils puissent avoir une valeur juridique. Et un des grands enjeux pour la France, pour la conférence de Nice, c'est d'arriver à avoir suffisamment de signatures d'ici à la conférence de Nice. Pendant 3 jours, cette rencontre entre territoires insulaires doit permettre de croiser les points de vue et d'approfondir les connaissances sur les grands fonds marins. L'idée, c'est d'arriver à des mesures qui soient acceptées par des pays alentours et qu'on soit, on va dire, tous concernés par ces enjeux. Comme on est tous concernés par la pêche, on arrive à se mettre d'accord en dehors de nos autres compétences en matière de pêche. L'idée, c'est d'arriver à faire la même chose sur la biodiversité marine. Du côté de la Nouvelle-Calédonie, les autorités s'engagent-elles aussi vers un moratoire contre l'exploitation et l'exploration des fonds marins. Fort d'une longue expérience minière, le pays préfère investir dans la recherche avant tout. La recherche ces 50 dernières années sur les grands fonds a très peu évolué. Donc c'est pour ça qu'on souhaite un moratoire pour interdire les techniques de prospection qui sont dévastatrices aussi, qui ont des gros impacts, des prospections minières et encore plus l'exploitation pour les 10 à 50 prochaines années. C'est encore en discussion. Les échanges se poursuivront demain avec l'intégration des savoirs autochtones dans les politiques publiques. Théâtre de ces échanges entre acteurs diversifiés au point de vue divergent, cette plateforme régionale est pilotée par l'Institut de recherche pour le développement. Nous recevons ce soir la co-coordinatrice scientifique de l'expertise, Valélia Munitoke. Bonsoir. Bonsoir. Alors les fonds marins au cœur des discussions, quel est l'état des connaissances scientifiques sur le sujet aujourd'hui ? L'état des connaissances aujourd'hui, il est lacunaire. On en sait beaucoup plus qu'avant. Jusqu'à la moitié du 19e siècle, on pensait qu'aucun animal ne pouvait vivre au fond. En près de 2 siècles maintenant de recherche, notamment en biologie, on sait au contraire que les océans sont densément peuplés, y compris sur les fonds. On sait aussi beaucoup plus de choses en géologie, par exemple. En revanche, il est certain, et les scientifiques le répètent, qu'il existe encore de grandes lacunes dans la connaissance scientifique. Donc la question maintenant, c'est de savoir de quelles connaissances on a besoin et vers quels objets on oriente la recherche. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pays qui sont en avance en termes de recherche ? Quels moyens existent aujourd'hui pour la recherche ?
La recherche sur les océans, et notamment sur les grands fonds marins, donc qui sont jusqu'à des distances de 11 000 mètres pour la fosse des Mariannes, mais qui sont en général situées entre 4 000 et 6 000 mètres. Pour les atteindre, il faut des moyens technologiques relativement avancés. Et donc l'accès à la recherche sur les océans, c'est très inégalement réparti à la surface du globe, et évidemment, ça demande des moyens financiers importants. La France, par exemple, est assez bien placée avec une flotte océanographique très développée, des gros bateaux, des engins, notamment un sous-marin. Il y en a très peu dans le monde. Il y a une poignée d'États seulement qui disposent de sous-marins qui peuvent descendre à 6 000 mètres de fond, mais aussi des robots. La France dispose de tous ces engins. Pour les mettre en œuvre, en fait, il faut des équipes très importantes, des scientifiques, mais aussi des techniciens, des marins. Donc, une journée de campagne océanographique sur un grand bateau, ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, on comprend dans ce contexte que de plus petits pays n'aient pas accès à ce type d'équipement et ils restent dépendants des données scientifiques qui sont produites par des pays qui disposent de ces moyens ou alors par des industriels, par exemple. La Polynésie a signé un moratoire contre l'exploitation, mais pas l'exploration. Explorer, oui, mais exploiter, non. On parle de quel type d'exploration dans ce cas-là? Exploration, c'est un terme qui est souvent ambigu. En général, on dit exploration pour la recherche scientifique. Mais ce qui fait peur parfois, c'est l'exploration qui mènerait à l'exploitation. Dans ces cas-là, il faut peut-être mieux parler de prospection minière. Et effectivement, en général, l'exploration, c'est l'exploration scientifique, mais il existe aussi des formes d'exploration, donc de prospection, qui sont à visée industrielle. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, s'est positionnée contre ce type cette prospection. Exactement, oui. Et c'est justement l'intérêt de cette diversité d'acteurs présents aujourd'hui à cette plateforme, c'est de partager ses connaissances. Est-ce que c'est aussi l'occasion de faire évoluer les positionnements de chacun? Est-ce qu'il y a eu du changement dans le discours de chacun depuis la première rencontre à Nouméa? Notre objectif en tant que scientifique, ça n'est absolument pas d'influer sur les positions des pays et de les faire évoluer de quelque manière que ce soit. Nous voulons créer un espace d'échange neutre, sans objectif de consensus ou de négociation politique. Donc, à l'échelle du Pacifique aujourd'hui, il existe une grande diversité de positionnements sur ces sujets. C'est une situation extrêmement complexe et nous voulons restituer justement l'ensemble des nuances et de la complexité de cette situation. On invite donc différents États, mais en réalité, à l'intérieur même de chaque État, on peut trouver des positionnements différents. Les positionnements des gouvernements des États ne sont pas forcément exactement superposables à ceux de certaines parties de leur société civile, les ONG, leur secteur industriel, etc. Donc il y a une très grande complexité des positionnements entre les États, mais aussi à l'intérieur des États. Donc notre objectif en tant que scientifique, ça n'est absolument pas de réduire cette complexité, c'est au contraire de l'entendre et de la valoriser du mieux possible. Une dernière question. La journée de demain sera en partie consacrée à l'intégration des savoirs autochtones dans les politiques publiques. Et si on pense au Rahui, par exemple, pourquoi le savoir autochtone doit être pris en compte? C'est une partie essentielle des savoirs sur l'océan. On a beaucoup parlé des connaissances scientifiques, mais les connaissances scientifiques ne sont qu'une partie en fait des connaissances sur l'océan. Dans le Pacifique, les peuples autochtones ont développé de manière ancestrale une pratique intensive des espaces maritimes. Ils ont des savoirs de navigation, de pêche et également on a des valeurs sociales, culturelles importantes attachées en fait à cette connaissance de l'océan. Donc il est absolument essentiel qu'on puisse aussi bénéficier de cet apport que sont les connaissances autochtones aujourd'hui pour penser des politiques publiques qui soient plus inclusives et plus intégratives de la pluralité des savoirs qu'on a aujourd'hui sur ces espaces. On va aller un peu plus loin, il y a tout de même des limites à cette intégration culturelle dans l'élaboration de politiques publiques. Il y a forcément toujours des limites, mais je pense qu'il est important que la pluralité des savoirs, donc scientifiques, locaux, mais aussi d'ailleurs professionnels, les pêcheurs ont des savoirs particuliers ou administratifs, il faut que l'ensemble de ces savoirs puissent être donnés aux décideurs pour que les décisions publiques puissent être prises et les politiques publiques mises en place. Valélia, merci pour cet échange et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. En bref, avis aux habitués du lagon de Punaouia. En raison d'une nouvelle casse sur les canalisations d'assainissement, la baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre. Une fois les réparations effectuées, des analyses de la qualité des eaux seront effectuées. La création du bureau en charge des sans-abri en 2023 commence à porter ses fruits. Durant 2 jours, les acteurs de terrain se sont réunis autour d'ateliers de réflexion pour trouver des solutions concrètes. Objectif, réduire le sans-abrisme et aider les personnes à sortir de cette situation. Sophie Guébel, Tohiti Tonua Moussan. C'est sous le chapiteau de la présidence que des ateliers ont lieu depuis 2 jours.
2 jours pour fédérer, mobiliser et coordonner tous les acteurs de terrain. Objectif, trouver des solutions pour lutter contre le phénomène du sans-abrisme. Nous travaillons les parcours de l'usager, où il rencontre des difficultés et des freins. Donc il peut rencontrer des difficultés dans son parcours social, dans son parcours d'insertion professionnelle, dans son parcours scolaire, dans son parcours santé, insertion professionnelle. Tous ces partenaires que vous voyez là sont en train de réfléchir en brainstorming taofé, c'est-à-dire que c'est un regroupement de professionnels d'une intelligence collective. Un regroupement et déjà des pistes de réflexion. Parmi les priorités, par exemple, le manque de structure ou encore la formation des acteurs de terrain pour mieux accompagner les personnes sans abri. Autre réflexion, fédérer d'autres acteurs tout aussi concernés par la situation des sans-abri, car sur l'ensemble des SDF recensés à Papeete, 2 tiers viennent des communes voisines ou bien des îles. Les problèmes sont divers. Par exemple, il y a une personne qui se trouve à parce qu'elle ne peut pas rentrer chez elle parce qu'elle n'a pas de suivi de santé. Donc tous les soins de santé sont ici. Il y a des personnes qui sont incarcérées, ils ne peuvent plus rentrer chez eux parce qu'ils sont interdits de rentrer chez eux. Donc tout ce beau monde, finalement, il se trouve où? À Papeete, et c'est nous qui devons gérer au quotidien. Et donc il faut aussi que peut-être les autres maires, les îles aussi, puissent trouver des solutions pour éviter que ces personnes viennent à la rue à Papeete. Ça ne peut être pas uniquement le problème que de la commune de Papeete. Autant de réflexions qui seront restituées dans un livret et soumis au gouvernement d'ici début 2025. Car il y a urgence, la population des sans-abri est passée de 50 en 1995 à 700 aujourd'hui. Petit moment d'évasion avant de se quitter. On prend de l'altitude en Californie avec 12 Tahitiens qui ont survolé la célèbre French Valley. Et c'est à bord d'une montgolfière qu'ils ont profité du paysage et de ses richesses. Ronnie Moufat les a accompagnés. Regardez. 5 heures du matin, dans un vignoble de la French Valley à Temecula, 12 Tahitiens se préparent à vivre une expérience peu commune, une sortie en montgolfière. Une fois les démarches administratives terminées, direction le site de départ, sur place, les préparatifs vont bon train. Peu à peu, les montgolfières prennent forme, l'excitation est palpable chez ces aventuriers polynésiens prêts à s'envoler pour la première fois. Ce matin, on va faire un tour en montgolfière. Vous en avez déjà fait? Alors pour tout le groupe, non, et la plupart on a le vertige, donc une première fois et vraiment on est trop content de le faire ensemble. Après un décollage tout en douceur, place à la magie. À plus de 600 mètres d'altitude, le silence est d'or, le bel canto Tahiti en profite pour fredonner une chanson du pays. Le temps s'arrête, mais aussi un moment où on apprécie, en tous les cas que j'apprécie, bien cette création, cette terre où on vit, et aussi se réaliser qu'on a de la chance d'y être. C'est paisible. C'est paisible, c'est calme, on est retiré des soucis, retiré de tout ce qui nous éloigne de notre être intérieur. Alors c'est vraiment agréable. Ce beau soleil, cette nature, ces montagnes, ces paysages, c'est la gratitude en plein. C'est un moment déjà unique, un moment que je vais retenir toute ma vie. Merci Seigneur pour cette beauté-là. Merci Seigneur de nous avoir amenés dans le bel canto Tahiti qui fait de voyage en voyage. Aux commandes de notre montgolfière, le pilote Pitch Gallagher, qui partage sa passion des airs avec des voyageurs du monde entier depuis 41 ans. Il n'y a rien que tu ne puisses aimer dans mon job. Nous avons une vue magnifique, je rencontre des gens de partout dans le monde. C'est comme si j'étais le capitaine d'un tapis magique. C'est comme un bateau dans le ciel et c'est un réel plaisir pour moi de promener les personnes de tout horizon à travers ce pays du vin. Une petite heure plus tard et quelques kilomètres plus loin, le voyage touche à sa fin. Pourtant, nos voyageurs semblent encore un peu dans les nuages. C'était trop génial. Avec ce lever de soleil, là, et trop génial. Mis à part la chaleur du chalumeau, magnifique. La vue splendide, les champs verdoyants, génial.
Et comme le veut la tradition, chaque participant repartira avec une attestation de vol, symbole de leur aventure réussie, une expérience aérienne inoubliable entre ciel et terre dans les vignobles de la French Valley. Voilà de quoi nourrir les envies de voyage. On arrive au terme de cette édition. Merci de votre fidélité. Ce mardi, soirée cinéma sur TNTV avec le film Faster. Quant à nous, on se retrouve demain. On se quitte sur ces images de Hate Haiti au Huratapeiro. Excellente soirée à tous. Maui pufenua, mai te pai pai ra te.